Donc, merci beaucoup Bernard, c'est un plaisir de parler dans le cadre de ton cours. Et donc moi aujourd'hui je vais parler de problèmes de fluctuation de produits de matrice aléatoire. Et pour ça je vais introduire la notion d'exposant de Lyapunov généralisé et avec des motivations qui sont liées donc, à l'étude des systèmes désordonnés unidimensionnels. Alors, donc ce que nous a expliqué Jean-Marc Luc, il y a 2 semaines dans son exposé, ce que nous a rappelé aujourd'hui Bernard, c'est que si on considère donc, des produits de matrices aléatoires, donc par exemple des matrices indépendantes et identiquement distribuées, on en forme le produit, et bien l'exposant de Lyapunov, qui mesure la croissance des éléments de matrice du produit, donc ici j'ai introduit une norme qui est quelque chose qui va mesurer typiquement la valeur des éléments de matrice, et donc le log de cette norme, divisé par le nombre de matrices, quand n tend vers l'infini, tend vers une constante. Et aujourd'hui, donc, Bernard nous a montré que cette constante était positive dans le cas des matrices de 2. Donc, Jean-Marc avait bien insisté pour nous dire effectivement que cet exposant de Lyapunov, il caractérise la croissance typique du produit de matrice. Et donc, ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est... Pardon, je ne vais pas dans le bon sens... Ah, voilà, pardon. En fait, c'est ce qui se passe autour de cette croissance typique. Donc, par exemple, si je trace le log de la norme du produit de matrice en fonction du nombre de matrices, donc j'observe, ici j'ai fait des petites simulations avec 2 courbes différentes, 2 simulations, et donc on voit effectivement que ces courbes, elles sont en gros autour de quelque chose qui est linéaire avec une pente qui correspond à l'exposant de Lyapunov, mais si je soustrais cette croissance linéaire, j'obtiens des fluctuations qui sont assez non triviales. Et donc aujourd'hui, en fait, ce que je voudrais discuter, c'est un petit peu ces fluctuations. Alors, donc, il faut dire qu'il y a eu beaucoup de travaux mathématiques en fait, là-dessus qui ont proposé différents théorèmes des théorèmes de la limite centrale généralisée pour ces objets qui sont donc constitués de produits d'objets non commutants. Donc, c'est ça qui fait la difficulté et l'intérêt du problème. Alors, donc s'il y a eu pas mal de travaux, donc j'ai cité quelques références ici mathématiques, en fait, je pense que les travaux mathématiques s'intéressent plutôt à prouver des théorèmes, et donc comme d'habitude, moi je suis un physicien et pas un mathématicien, et donc je vais plutôt m'intéresser à la question de produire des formules. Et donc, plus précisément, est-ce qu'on peut caractériser ces fluctuations? Est-ce qu'on peut calculer une variance? Comment est-ce qu'on peut faire? Donc c'est ça la question que j'aborde aujourd'hui. Alors, voilà le plan de ma présentation. Donc, d'abord, je vais passer pas mal de temps en fait, pour essayer d'introduire mes motivations physiques. Je vous expliquerai pourquoi ça peut être une question intéressante dans le cadre principalement de ces modèles de localisation. Ensuite, j'aborderai à proprement parler l'étude de ces fluctuations à travers ce qu'on appellera l'exposant de Lyapunov généralisé. Et je vous montrerai 2 approches pour calculer cet exposant de Lyapunov généralisé. Et ensuite, j'essaierai de passer un petit peu de temps pour connecter ce problème avec un autre problème dont a parlé Bernard il y a 2 ans, c'est le problème du polymère dirigé en milieu aléatoire. Et donc je vous montrerai en fait que l'étude de cet exposant de Lyapunov généralisé, en fait, il permet de faire la connexion avec ce problème qui semble a priori assez différent. Alors, donc premièrement, passons un peu de temps sur les motivations. Quel peut être l'intérêt à étudier ces fluctuations? Alors, on peut repartir du modèle a introduit, sur lequel s'est basé à plusieurs reprises Bernard, le modèle par exemple des spin Ising, une chaîne de spin Ising avec des couplages aléatoires entre spins, des champs magnétiques aléatoires. Donc en fait, il est bien connu que ce modèle, il peut être formulé, donc si on étudie la physique statistique d'équilibre de cette chaîne de spin, on peut calculer sa fonction de partition, et il est bien connu que cette fonction de partition, elle peut s'écrire en termes d'un produit de matrices de transfert, qui sont donnés ici. Bon, donc, alors l'intérêt, en fait, ça montre que, donc on voit tout de suite que essentiellement le produit de matrice de transfert, en fait, contrôle donc la fonction de partition. Donc l'énergie libre, c'est le log, en gros, de ce produit de matrice de transfert. Et donc la moyenne de l'énergie libre est contrôlée par l'exposant de Lyapunov, mais il pourrait y avoir un intérêt à étudier, par exemple, la variance de cet exposant de cette énergie libre, et ça serait contrôlé par une variance. Alors, je vais plutôt, moi, me placer dans le cadre
de problèmes de localisation quantique. Alors, comme a rappelé Bernard, en fait, ça peut essentiellement concerner n'importe quel type de problème d'ondes en milieu désordonné, mais pour fixer les idées, je vais plutôt avoir en tête en fait, des problèmes de la localisation d'une particule quantique soumise à un potentiel désordonné. Alors, donc, ce qu'on a vu dans l'exposé de Jean-Marc et qu'on a revu aujourd'hui, c'est qu'il y a un modèle assez naturel, c'est le modèle de liaison forte, et on a revu aujourd'hui effectivement qu'on peut le remettre sous la forme, enfin reformuler le problème en termes de produit de matrice de transfert. Alors moi je vais plutôt m'intéresser à un autre modèle qui avait aussi été introduit par Jean-Marc, qui était un modèle continu. Donc on reprend l'équation de Schrödinger continue, et là aussi on peut formuler les choses en termes de matrice de transfert. Alors il y a différentes manières de le faire. Une manière de le faire, c'est de regrouper dans un vecteur la dérivée de la fonction d'onde et la fonction d'onde. Et donc on peut relier aux deux bords du système ce vecteur à gauche et à droite par une matrice. Et donc c'est assez facile de voir que parce que l'expression du courant de probabilité, le courant de probabilité de mécanique quantique on connaît bien, c'est-à-dire la partie imaginaire de psi star psi prime, en fait on peut l'obtenir en sandwichant la matrice de Pauli sigma y entre ce vecteur et son hermétique conjugué. Et donc, on voit que la conservation du courant en fait, impose cette condition qui nous dit que la matrice M de transfert doit être une matrice symplectique ou, à une phase près, qu'elle doit être dans le groupe SL2R. D'accord ? Donc, le groupe c'est donc un groupe qui va m'intéresser pas mal dans cet exposé, c'est le groupe des matrices 2,2 à coefficient réel et de déterminant 1. Donc, il émerge bien à cause de la conservation du courant. Oh, pardon, je suis allé trop vite. Ici. Alors, donc, comment on peut procéder en pratique ? Donc, en pratique, ça rend les choses assez simples si on veut résoudre l'équation de Schrödinger. Donc, on peut simplement regarder l'évolution d'un produit de matrice et on peut suivre comme ça l'évolution de la fonction d'onde. Et on voit effectivement son amplitude croît exponentiellement. Donc, on peut identifier en fait le log du produit de matrice avec le log de la fonction d'onde. Donc, c'est deux langages que j'utiliserai à différents endroits. Alors, ici, je voudrais revenir sur un petit point intéressant qu'avait soulevé Jean-Marc aussi, c'est que quand on fait ça, en fait, on ne s'intéresse pas vraiment aux vrais états du problème spectral, les vrais états normalisés les solutions de l'équation de Schrödinger, mais on s'intéresse à des solutions à conditions initiales, du problème à conditions initiales. Alors, en principe, ce qu'on voudrait, c'est résoudre le problème spectral. Donc là, par exemple, voilà le résultat d'une petite simulation. Donc, si on résout le problème spectral, on aura un état localisé quelque part, hein, au milieu. D'accord ? Et donc, le point intéressant, c'est qu'a discuté déjà Jean-Marc, en fait, c'est que si on le trace en échelle logarithmique, eh bien, on peut constater que la croissance exponentielle de ce côté se fait avec le même taux que la décroissance exponentielle de l'autre côté. D'accord ? Donc en fait, ce qu'on est en train de faire quand on résout le problème spectral, c'est de raccorder deux solutions qui sont l'une croissante exponentiellement depuis la gauche et l'autre croissante exponentiellement depuis la droite. Alors, donc c'est ça, ça c'est un petit point qui est pas complètement, qui va pas de soi en fait quand on y réfléchit. C'est-à-dire que en fait, quand on caractérise les propriétés de localisation à travers l'exposant de Lyapunov, eh bien on admet que le raccordement, c'est-à-dire le processus de raccordement qui conduit du problème spectral, en fait, il ne va pas perturber les propriétés statistiques de l'enveloppe de la fonction d'onde. D'accord ? Donc ça, c'est ce qu'on peut. Ça nous donne une définition de la longueur de localisation. C'est des fois ce que les gens appellent la conjecture de Borland. Alors ça me permet d'arriver directement à une des premières motivations qu'il peut y avoir pour étudier les fluctuations du produit de matrice ou les fluctuations du log du produit de matrice ou les fluctuations du log de la fonction d'onde, c'est qu'on peut imaginer en fait, qu'il y a des cas où cet exposant de Lyapunov il s'annule. Donc voilà, le cas en soi n'est pas si important que ça. Il y a un cas effectivement qui est bien connu, qui est le cas de l'équation de Dirac avec une masse aléatoire. Donc ce n'est pas juste un jeu de théoricien, parce qu'il y a pas mal de problèmes physiques en fait, qui sont liés à ce problème, dont le problème de Sinai dont a parlé aujourd'hui Bernard. Et donc c'est connu en fait que quand la masse est nulle en moyenne, eh bien, l'exposant de Lyapunov s'annule, et donc les propriétés de localisation sont complètement contrôlées par les fluctuations. D'accord ? Donc ça correspond en fait exactement au cas de ce que Bernard a appelé aujourd'hui la diffusion de Sinai. Alors il y a aussi la question analogue, elle peut se poser aussi dans le contexte des chaînes de spin.
Alors, donc voilà, donc ça c'est déjà une première motivation qu'il peut y avoir pour étudier les fluctuations. Il y a une deuxième motivation qui est plus naturelle, un peu plus standard, je dirais, c'est si on étudie la transmission de probabilité à travers une région désordonnée. Donc là j'ai fait une petite simulation où on envoie une onde, elle pénètre dans une région désordonnée, là, qui est entre 0 et 500, elle décroît exponentiellement, et donc on s'attend à ce que le coefficient de transmission, en fait, il s'écrase exactement comme l'inverse du carré de la solution à condition initiale. Donc, si on a un théorème central limite généralisé pour le log de psi, bon, ben, on peut dire qu'on aura de manière équivalente, on s'attend à avoir une distribution gaussienne pour le log de la transmission, de la probabilité de transmission. On s'attend à avoir cette distribution gaussienne, mais qui fait intervenir le coefficient de Lyapunov, mais aussi la variance, et donc ça peut avoir effectivement un intérêt de caractériser cette variance. Alors, au-delà de ces fluctuations typiques, on pourrait même se poser des questions sur les grandes déviations et, par exemple, les comportements de cette distribution au voisinage de t tend vers 0 ou t tend vers 1, où on ne s'attend pas évidemment à avoir ce comportement gaussien. Alors, la troisième motivation que je vais vous exposer, elle concerne l'étude des fluctuations de densité d'état. Donc il y a quelque chose qui est habituellement quelque chose qui est connu pour ces systèmes désordonnés quantiques, c'est que la densité d'état intégrée est une quantité automoyennante. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire en une dimension, la densité d'état intégrée, on sait que c'est quelque chose qui est en racine de l'énergie, fois la taille du système que j'ai appelé L. Donc si je divise la densité d'état intégrée par L, j'ai racine de E. Et je m'attends ici à avoir quelque chose avec typiquement des fluctuations qui vont décroître avec la taille du système. Alors ici, il y a un point aussi intéressant qui fait écho à quelque chose qu'avait dit Bernard dans son premier cours, c'est que donc il avait mentionné quand il a parlé des problèmes d'auto-moyennage, de moyenne annealed ou quenched, et il avait mentionné effectivement que ce n'est pas parce que la moyenne du log de la fonction de partition est le log de la fonction de partition est auto-moyennant que ses dérivées sont auto-moyennantes. Alors c'est exactement ce qui se passe ici, et on peut le comprendre assez facilement avec un petit argument très simple. Effectivement, en fait, la partie fluctuante de la densité d'état, c'est pas simplement, donc c'est une fonction qui dépend de l'énergie, mais qui fait intervenir des échelles caractéristiques du problème qui dépendent de la taille du système. Et donc c'est assez facile de voir que si on dérive cette densité d'état intégrée par rapport à l'énergie, eh bien on va faire sortir typiquement un argument naïf consisterait simplement à dire que l'écart moyen entre niveaux scale comme l'inverse du volume. Et donc on va faire sortir un L supplémentaire qui nous montre évidemment que la dérivée, c'est-à-dire la densité d'état, n'est pas automoyennante, elle a des fluctuations qui croissent avec la taille du système. Alors en fait, c'est un argument un petit peu naïf, mais il donne l'idée. Donc il est naïf parce qu'en fait, ce qu'on voudrait calculer normalement, il faudrait définir, disons, un peu mieux le problème. Si on considère un système de taille finie, eh bien, en principe, le problème spectral conduit à un certain spectre de valeurs discrètes, et donc, en fait, cette densité d'état, c'est quelque chose qui est assez singulier, et il faudrait plutôt se donner des prescriptions pour savoir comment on peut régulariser cette chose-là. Alors, il y a différentes manières de le faire pour faire le calcul des moments. Alors, je vais juste en discuter très rapidement une. Qui me ramène à mes motivations pour étudier les fluctuations des logs de produits de matrice. Alors, cette manière de régulariser le problème, en fait, c'est par exemple de mettre un bord réfléchissant d'un côté, mais d'ouvrir le bord de l'autre côté et de regarder le problème de diffusion. Donc cette fois-ci, évidemment, comme j'ai un bord complètement réfléchissant, la probabilité de réflexion, elle a un module 1. Et donc, le coefficient de réflexion, c'est juste une phase. Il est contrôlé par une phase. Et voilà la forme de l'état stationnaire de diffusion dans la région libre. Alors, comme ici, donc, j'ai un spectre continu, mais j'ai des états non dégénérés. Et donc, la densité d'état locale, c'est simplement le module carré de cet état stationnaire de diffusion. Si je l'ai correctement normalisé, ici, j'ai un coefficient 1. Alors, donc, à nouveau, voilà une petite simulation. Donc, j'envoie mon onde par la droite, elle pénètre dans la région désordonnée, et puis elle est extrêmement atténuée, et elle s'atténue exponentiellement, toujours avec cette décroissance contrôlée par l'exposant de Lyapunov. Alors, en fait, ce qui peut se passer, c'est que de temps en temps,
si je choisis bien l'énergie, eh bien, je tombe sur une résonance. Et en fait, c'est ça qui explique pourquoi la densité d'état locale, elle peut avoir des fluctuations qui sont extrêmement importantes. Parce que si j'ai une résonance, je vais avoir un état résonant au milieu de la région désordonnée, mais avec une amplitude qui est très importante. Donc, effectivement, si le log de la fonction d'onde ici est une distribution normale, je m'attends aussi à ce que la densité d'état locale aussi elle a une distribution log normale. Donc c'est effectivement ce qu'on peut montrer. Donc je peux aussi revenir à la densité d'état totale, c'est-à-dire la densité d'état locale que j'intègre sur tout le système. Donc puisque ça c'est le module carré de la fonction d'onde, en fait je peux oublier la partie oscillante et en fait c'est en gros l'intégrale de l'exponentielle d'un mouvement brownien avec une dérive. Et ça, c'est des objets mathématiques qui ont été bien étudiés. Et donc les moments, ils sont connus. Le premier moment, il est linéaire. Et les moments supérieurs, en fait, ils croissent exponentiellement avec la taille du système. Donc très loin d'une quantité qui est automoyennante. Voilà. Alors, donc tout ça, ça vous donne quelques petites motivations pour l'étude des fluctuations ici du log de la fonction d'onde. Mais toutes ces discussions, elles s'inscrivent dans un cadre un petit peu plus général, disons, qui est lié au début de la théorie de la localisation d'Anderson, ou plutôt de la théorie de scaling, de l'approche de scaling de la théorie d'Anderson. Et donc, ce qui avait été... Donc ça, c'est-à-dire la fin des années 70 et le début des années 80. Et ce qui avait été proposé pour faire une théorie de scaling de la théorie d'Anderson, c'est-à-dire étudier les propriétés de localisation sous les changements d'échelle du système, eh bien, c'était qu'il avait été postulé une hypothèse de scaling à un paramètre. Donc c'est ce qu'on appelle SPS, hypothèse de single parameter scaling. Alors assez vite, les gens ont réalisé, déjà dans ces papiers, que cette hypothèse de scaling, elle devait s'appliquer en fait à la distribution elle-même, c'est-à-dire que ça impliquait égalité en fait entre la moyenne et la variance. C'est-à-dire si je définis donc la variance du log de la fonction d'onde, eh bien il doit y avoir égalité ou disons au moins un coefficient près d'ordre 1. En fait, on peut montrer que c'est exactement 1. Alors néanmoins, en fait, donc on pourrait se poser quand même comme la question. Est-ce qu'on peut prouver ces choses-là? Quelles les conditions pour que ça soit satisfait? Donc, on sait que ça doit être vrai dans le régime de faible désordre. Et donc, effectivement, il y avait déjà eu des discussions autour de ça, mais les premières discussions, elles avaient été principalement en fait, dans le cadre de modèles avec des hypothèses de phase aléatoire ad hoc. Et finalement, c'est assez tard en fait qu'il y a eu des modèles un petit peu... des calculs microscopiques, je dirais, qui ont été effectués. En fait, je pense que c'est à partir des années 2000 en fait, que les gens ont recommencé à s'intéresser à ces questions pour essayer justement de caractériser ces fluctuations un peu plus précisément. Donc il y a un peu cette discussion un peu générale derrière ce que je vais vous exposer aujourd'hui. Donc maintenant, je vais aborder le cœur de l'exposé. Et donc je vais étudier ces fluctuations à travers cette notion d'exposant de Lyapunov généralisé, qui est une fonction génératrice des cumulants. Alors, donc voilà sa définition. Donc, je reprends mon problème. J'ai un produit de matrices aléatoires qui sont indépendantes et identiquement distribuées. Donc je vous rappelle la définition de l'exposant de Lyapunov. Donc je fais agir ici mon produit de matrice sur un vecteur initial de norme 1. Bon, ce n'est pas très important. Je prends le log. D'accord ? En fait, la moyenne n'est pas vraiment indispensable, puisque cette grandeur est auto-moyennante. Et donc, ce que j'appelle l'exposant de Lyapunov généralisé, c'est au lieu de prendre la moyenne du log, je prends le log de la moyenne, mais j'élève aussi le produit à la puissance, la norme à la puissance q. Donc, effectivement, je fabrique la fonction génératrice des cumulants de log du produit de matrice. D'accord ? Donc, si je le développe en puissance de q, le premier terme de ce développement, ça me redonne Q fois l'exposant de Lyapunov, et le terme en Q2, ça me donne cette variance que j'avais déjà introduite dans mes transparents précédents, etc. Et puis, il y a d'autres cumulants en général. Alors, donc, cette terminologie peut-être d'exposant de Lyapunov généralisé, en fait, elle est un peu spécifique. Je pense qu'elle a été introduite en fait, par ces gens, par Paladin, Vulpiani dans leur revue. En fait, il faut dire quand même que le concept, il est déjà présent dans les travaux de mathématiciens antérieurement, même si ça ne s'était pas appelé comme ça.
Donc, il y a aussi, oui, puisque je parle de terminologie, la question d'étudier, on trouve aussi, plutôt dans les systèmes dynamiques, en fait, la question de l'étude de la statistique des exposants de Lyapunov en temps fini. Bon, c'est exactement le même problème que donc, cette question de caractériser l'exposant de Lyapunov généralisé. Alors, donc d'abord, je vais vous montrer deux manières d'aborder le problème. Il y en a même d'autres. Il y en a une qui est assez naturelle, donc c'est la méthode des répliques. Et puis je vous montrerai en fait qu'elle n'est pas toujours suffisante et elle ne va pas être suffisante pour ce qui m'intéresse. Alors, cette méthode, donc, elle avait déjà été exposée, je pense, par Pendry dans les années 80. Et ici, elle va marcher seulement dans des cas particuliers où l'argument de l'exposant de Lyapunov généralisé est un entier pair. Alors, pour comprendre ça, pour comprendre comment elle marche, en fait, on peut partir du cas le plus simple, le cas Q égale 2. Donc, je repars de mon produit de matrice. Donc, considérons des matrices 2 par 2, juste pour la discussion. Et donc, si je m'intéresse, je dois caractériser la croissance de ce second moment. Alors, le fait que j'ai regardé ici que l'exposant soit pair fait que je peux écrire la norme au carré simplement comme le carré du vecteur. Et ça, c'est pas mal parce que ça me permet formellement de réécrire la moyenne de cet objet. Bon, le vecteur initial est fixé, donc je peux le sortir de la moyenne. Et cet objet, en fait, je peux le réécrire comme la moyenne d'un produit tensoriel. Et maintenant, ça, c'est assez intéressant parce que je peux réécrire le produit tensoriel des produits de matrice comme un produit de produits tensoriels des matrices. Et comme les matrices sont identiques, en fait, c'est n fois le même produit tensoriel. D'accord ? Donc, qu'est-ce que j'ai gagné ? En fait, j'ai gagné que maintenant, ici, je dois étudier simplement une matrice qui est déterministe et donc qui a une dimension qui est... donc, si la matrice était 2 par 2, comme j'ai pris le produit tensoriel 2 fois, c'est une matrice qui est 4 par 4 maintenant. Et donc, ça contrôle quoi ? Ça contrôle l'exposant de Lyapunov généralisé, donc pour Q égale 2. D'accord ? Donc, ce 2 ici, c'est le même que ce 2 qui est ici. Alors, je peux généraliser l'idée, évidemment. Donc, si Q est pair, ça veut dire que je peux voir l'exponentielle de lambda Q comme la plus grande valeur propre de cette matrice, de la matrice, une des matrices Mn, son produit tensoriel Q fois. D'accord ? Donc c'est une matrice en principe 2Q par 2Q. D'accord ? Donc elle est déterministe, j'ai gagné, elle a l'air grande. Peut-être c'est pas si intéressant. En fait, on peut encore simplifier en remarquant que comme cette matrice, elle est complètement symétrique sous les permutations entre les répliques de la matrice, eh bien, en fait, elle doit avoir une structure diagonale par bloc où les blocs correspondent en fait simplement aux représentations irréductibles du groupe des permutations. D'accord ? Et donc, il se trouve que comme je travaille dans le secteur symétrique, en fait, le bloc qui m'intéresse, c'est le bloc des symétriques. En fait, il a juste une dimension Q plus 1 par Q plus 1. Donc, ça rend le calcul très simple. D'accord ? Donc, je ne vais pas détailler plus, mais ici, je vous donne un exemple. En fait, les détails ne sont pas très importants, mais c'est juste pour montrer en fait, qu'effectivement, ce n'est pas très compliqué, ce qu'on peut en tirer. Donc, ici, je prends en fait, l'équation de Schrödinger, et donc je choisis un potentiel qui est un bruit blanc gaussien, et donc on peut montrer que le produit tensoriel Q fois de la matrice de transfert, donc ici il y a une certaine limite continue, je ne vais pas discuter ça, mais en tout cas, voilà, ce qu'on doit faire en fait, essentiellement, pour trouver l'exposant de Lyapunov lambda Q, il faut trouver la plus grande valeur propre de cette matrice déterministe, donc qui n'est pas extrêmement compliquée. D'accord ? Donc il y a une diagonale de 0, et puis voilà. Donc le désordre, en fait, il apparaît juste en dessous deux places en dessous de la diagonale. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Donc, pour essayer d'en tirer quelque chose de concret. Donc, déjà, il y a quelque chose de très simple, c'est qu'on peut voir à désordre nul. D'accord ? Donc, en fait, on peut faire un calcul perturbatif dans le désordre, c'est facile. Alors, c'est plus simple si je le fais à énergie négative, à moins K2, parce que je remarque que donc, quand il n'y a pas de désordre, donc la ligne verte est nulle, et vous remarquez tout de suite que ici, donc j'ai Q, ici j'ai 1 et Q-1, 2 et Q-2, etc. Donc le vecteur qui a que des 1, donc disons une puissance de K près, en fait il est vecteur propre, et c'est bien le vecteur propre associé à la plus grande valeur propre, et donc la plus grande valeur propre, en fait, c'est Q fois K. D'accord ? Alors, on peut trouver le vecteur propre, faire un calcul de perturbation, et comme ça, on peut faire, c'est un calcul assez simple, en fait. Alors, bon, c'est un peu anecdotique, on peut aussi trouver une formule exacte pour Q égale 2. On peut étudier, par exemple, à énergie nulle, la dépendance de l'exposant de Lyapunov généralisé. Bon, ici, j'ai tracé quelques... Voilà, donc c'est juste pour vous montrer que ça marche bien. Les points, ça correspond à des calculs numériques avec ces comportements ici asymptotiques
en Q à la puissance 4 tiers, bon, pas complètement trivial, et ici le calcul perturbatif. Bon, c'est quelque chose qui marche assez bien, qui est très facile à mettre en œuvre, il n'y a pas de problème. Alors le problème en fait c'est que ici on peut se poser la question qui est assez standard quand on utilise la méthode des répliques, c'est est-ce qu'on peut utiliser ce que j'appellerais le truc des répliques, c'est-à-dire est-ce que ça me dit quelque chose en fait sur les valeurs qui ne seraient pas entières de Q. Alors, donc moi pour l'instant j'ai les valeurs entières paires, d'accord, et la question c'est est-ce que je peux avoir accès aux valeurs entières impaires et même aux valeurs non entières. Alors la réponse c'est non, et on peut s'en convaincre assez facilement en regardant l'exposant de Lyapunov. Alors là aussi, je fais appel à l'exposé de Jean-Marc. Il nous avait montré que l'exposant de Lyapunov, pour ce modèle, en fait, il fait intervenir cette fonction de scaling avec ses fonctions d'Airy. Et si on regarde pour les énergies négatives, on peut le développer assez soigneusement et on remarque qu'il y a une série perturbative dans le désordre et il y a aussi une série non perturbative dans le désordre. D'accord ? Et ça, bon, bah, c'est clairement, on ne peut pas l'extraire de la méthode que je viens de vous exposer parce que l'exposant de Lyapunov généralisé avec la méthode des répliques, je le trouve comme solution d'une équation polynomiale. D'accord ? C'est le déterminant d'un polynôme que je dois annuler, donc je ne peux pas faire sortir des termes non perturbatifs dans le désordre comme ça, parce que le désordre, il apparaissait juste dans une ligne de la matrice. D'accord ? Donc ça, ce n'est pas possible, et plus généralement, effectivement, l'exposant de Lyapunov généralisé, donc il contient ces termes non analytiques. D'accord ? Donc non seulement, je peux ni le prolonger en fait, on va voir, ni aux entiers impairs même en fait, et ni encore moins pour des valeurs Q qui seraient non entières. D'accord ? Donc on peut utiliser la méthode des répliques, mais le truc des répliques, je dirais, il ne marche pas ici. Alors c'est pour ça que je vais vous exposer maintenant une méthode un petit peu plus sophistiquée pour étudier cet exposant de Lyapunov généralisé. Donc j'ai peut-être juste 2-3 slides qui sont un petit peu techniques, mais donc voilà. Donc comme c'est légèrement plus technique, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer en fait par parler d'un problème qui est un petit peu différent, mais qui présente exactement la même structure que ce que je vais faire après avec mes produits de matrice. C'est la question de l'étude de certaines fonctionnelles de processus stochastiques. D'accord ? Donc, si je considère un processus stochastique Z de X, que je suppose être stationnaire, qui est caractérisé par un générateur G, ce qui veut dire qu'il y a une équation de Fokker-Planck derrière qui a cette structure, qui fait intervenir le générateur adjoint. Et je voudrais savoir quelque chose sur la distribution d'une certaine fonctionnelle où phi c'est une fonction que je me donne, qui est connue. Alors, il y a une méthode bien connue pour étudier ça, c'est la méthode de Feynman-Katz, d'accord, où on considère la fonction caractéristique, d'accord, qui est exponentielle de cette fonctionnelle ou exponentielle de Q fois cette intégrale. Et c'est assez facile de voir que cette fonction caractéristique, elle obéit à une sorte d'équation de Fokker-Planck backward où je dois ajouter au générateur ce qui apparaît dans la fonctionnelle fois Q. D'accord ? Et donc effectivement, quand je regarde, donc, en admettant qu'il existe qu'il y ait bien des moments, que cette fonctionnelle elle ait des moments finis, eh bien, en fait, on s'attend donc à ce que le comportement de cette fonction caractéristique, en fait, il soit exponentiel en x. X, ici, c'est le temps, en fait, fois quelque chose qui est la fonction génératrice des cumulants de cette fonctionnelle. D'accord ? Donc, effectivement, cette fonction génératrice des cumulants apparaît comme la plus grande valeur propre de cet opérateur-là. D'accord ? Donc je vais vous montrer maintenant qu'avec les produits de matrice, il y a exactement la même structure. Alors comment ça marche ? Donc je reprends le cas des matrices 2,2 de SL2R. Donc j'ai un produit de matrice indépendante. Donc comme on a vu, en fait, il est assez intéressant de travailler dans l'espace des directions, dans l'espace projectif, c'est-à-dire ce que j'ai appelé Z ici, mais ce que Bernard a appelé R tout à l'heure, et donc où chaque matrice, dans ce cas, est remplacée par une transformation de Möbius, qui est la suivante, qu'on avait déjà vu apparaître. Et donc le point intéressant, qui va être notre point de départ, en fait, c'est qu'on peut écrire, donc si je veux calculer ce QIème moment de ce module du produit de matrice, cette fonction caractéristique, en fait, il est possible de trouver une fonction, donc ce sigma qu'on appelle un cocycle, en fait, de telle sorte qu'on réécrive ce produit et que donc cette fonction a une propriété qui est que la fonction sigma
qui dépend du point initial et du produit peut s'écrire comme une somme sur chaque matrice fois un ZI intermédiaire en fait, qui correspond juste à la séquence des variables de Riccati en fait, correspondant à la séquence que j'obtiens quand j'applique la matrice. Alors, bon, peu importe le détail de ce que c'est cette fonction, il y a une raison profonde en fait, pour laquelle on a ce genre de structure, c'est ce qu'on appelle un cocycle additif. Mais le point important, c'est que vous voyez qu'on fait apparaître quelque chose qui a en gros la même structure que la fonctionnelle dont je parlais dans le transparent précédent, mais dans le discret. D'accord ? Donc ça veut dire que je peux utiliser plus ou moins les mêmes idées, introduire donc le propagateur de ce processus, qui est cette séquence de variables de Riccati que j'obtiens par application de mes transformés de Möbius, correspondant à l'application des produits, des matrices. Et donc j'ai ce propagateur, je le pondère par le moment qui m'intéresse, d'accord ? Et donc ça ressemble exactement en fait, à la fonction caractéristique de la fonctionnelle pour un processus stochastique. D'accord ? Donc il y a une équation qui joue le même rôle que l'équation de Fokker-Planck-Backward, mais qui fait intervenir un opérateur un petit peu compliqué. D'accord ? Et donc j'ai une sorte de récurrence entre le propagateur habillé à autant n-1, le propagateur n, et qui fait intervenir des opérateurs qui dépendent des matrices, essentiellement. Donc voilà, donc ça c'est la définition de ces opérateurs, d'accord, qui sont définis par leur action sur une certaine fonction et qui sont habillés par le cocycle, d'accord, donc un espèce de multiplicateur en fait, sur l'action de ces opérateurs. Donc on comprend assez bien maintenant pourquoi il va y avoir un problème spectral. Alors, pour essayer de dire des choses un peu plus précises, il faut que je choisisse une représentation, une décomposition pour préciser un peu la nature de ces opérateurs. Alors, donc je vais utiliser en fait la représentation de Iwasawa, la décomposition d'Iwasawa qu'avait introduite Jean-Marc il y a 2 semaines. Donc effectivement, chaque matrice de SL2R, donc on peut la décomposer comme un produit d'une matrice de rotation, d'une matrice diagonale et d'une matrice nilpotente. Alors, donc ça me permet d'être un petit peu concret. Et donc, comment est-ce qu'on va pouvoir mettre en œuvre toute cette machinerie ? Eh bien, en fait, en cherchant les générateurs infinitésimaux qui sont associés à la représentation que je viens d'introduire, en fait, qui correspond à ces opérateurs qui agissent sur ces fonctions, qui interviennent dans l'équation de Fokker-Planck, d'accord, pour mon opérateur habillé. Donc peu importe les détails, mais l'idée donc c'est simplement que les opérateurs qui apparaissent dans cette équation, on peut les écrire en termes de générateurs infinitésimaux. Donc ici j'ai un petit tableau pour ces générateurs infinitésimaux, donc je peux les construire très systématiquement. Et donc essentiellement c'est l'exponentielle d'opérateurs différentiels. Et donc, le problème spectral, eh bien, effectivement, c'est que d'où est-ce qu'il vient ? C'est que donc, la moyenne de mon opérateur de transfert, c'est la moyenne de ces opérateurs sur les matrices, c'est-à-dire sur les paramètres θ, W, U qui paramétrisent mes matrices. Et donc, le propagateur, il est donné simplement par n fois l'action de cet opérateur moyen. Et je m'attends, dans la limite n tend vers l'infini, à ce que il croisse exponentiellement, et la croissance exponentielle est contrôlée par une valeur propre qui est la plus grande valeur propre en fait, de cet opérateur de transfert. Donc si mon problème spectral il est là, c'est qu'il faut que je trouve la plus grande valeur propre et le vecteur propre associé à mon opérateur de transfert. Donc ici, je dois travailler sur des fonctions qui sont définies sur les réels. Alors il y a juste un petit point subtil, il y a la condition des conditions aux limites. Pour définir ce problème spectral, ça nous a pris un petit peu de temps à comprendre que en fait, ces opérateurs de transfert ils sont associés à une certaine représentation irréductible du groupe SL2R, que le Q, c'est ce qui paramètre cette représentation, et que ces opérateurs, en fait, ils agissent sur des fonctions qui ont des comportements asymptotiques, qui sont des lois de puissance, qui sont avec le même coefficient, en plus l'infini et moins l'infini. Donc c'est ça, en fait, qui joue le rôle de condition de quantification pour ce problème spectral, c'est que le comportement à l'infini du vecteur présente la même décroissance en loi de puissance. Voilà. Donc, à nouveau, je ne veux pas vous infliger trop de choses techniques. Bientôt, ça va se terminer, cette partie un petit peu technique, mais juste pour vous montrer jusqu'au bout comment ça marche, que c'est pas simple, ça paraît un peu formel pour l'instant. Donc, je reprends mon modèle favori, l'équation de Schrödinger avec le potentiel gaussien.
ou le potentiel non, pardon, justement, excusez-moi. Le potentiel, ici j'ai choisi juste un potentiel qui sont des impuretés delta. Alors, comment je peux mettre ça en œuvre? La première chose, c'est d'identifier les matrices qui sont en jeu. Donc ici, il y a deux types de matrices en jeu. Il y a des matrices qui sont des matrices de rotation qui caractérisent l'évolution libre, puisque la fonction d'onde, l'évolution libre correspond simplement à l'évolution d'une onde plane. Et le désordre, c'est-à-dire ces impuretés, en fait, génèrent une discontinuité de la dérivée, et donc ça c'est caractérisé à travers ces matrices nilpotentes. Là, je vous rappelle que ces matrices, elles agissent sur le vecteur psi', psi. Psi est continu, psi' est discontinu, donc il faut une matrice nilpotente pour caractériser l'action de ces impuretés delta. Alors, bon, quelle distribution pour les paramètres? Donc ici, j'ai deux paramètres, j'ai l'angle de la rotation, et ici, j'ai les poids. Donc pour les poids, je peux prendre un peu ce que je veux, a priori. Pour les angles, ici, ce qui est naturel, c'est plutôt de prendre des distributions exponentielles qui correspondent à des impuretés qui seraient jetées sur la ligne indépendamment les unes des autres et aléatoirement. D'accord ? Donc maintenant, comment j'avance ? En principe, j'ai identifié les matrices. Je prends mon tableau que je vous ai montré transparent plus tôt. D'accord ? Donc j'ai associé aux rotations, j'ai un générateur infinitésimal. Associé à cette partie nilpotente, j'en ai un autre. D'accord ? Et donc le problème spectral maintenant. Donc peu importe les détails, mais disons, il se met sous la forme en fait, d'une équation intégro-différentielle, qui est donnée par ci. Donc il n'y a rien de mystérieux. Ici, j'ai cet opérateur différentiel qui vient des rotations. Et ici, donc, comme j'ai la moyenne en fait, sur les poids des impuretés, j'ai une intégrale sur V. Donc c'est quand même une équation qui reste un petit peu compliquée. Et donc les conditions limites, ici, c'est aussi facile de montrer que le vecteur, il doit décroître en 1 sur z à la puissance 2 plus q, et avec le même coefficient à gauche et à droite. Et c'est ça qui définit, qui définit ma condition de quantification. Alors, comme c'est un peu compliqué, ce n'est pas exactement comme ça qu'on a procédé, mais on peut encore avancer en remarquant qu'on peut simplifier le problème. Donc, c'est une équation intégro-différentielle, mais si on utilise la transformée de Fourier, en fait, ce qui revient à diagonaliser un des deux, en fait, ce générateur-là, on peut encore simplifier le problème et obtenir une équation différentielle. D'accord ? Et donc là, ça c'est quand même un assez gros progrès, où toutes les propriétés sur le désordre, elles sont codées dans cette fonction, qui fait intervenir la transformée de Fourier de la distribution des poids. Alors maintenant, les conditions aux limites, qui étaient sur les comportements asymptotiques de ce vecteur à l'infini, ça va se traduire par une condition sur le comportement au petit s, s étant le paramètre de Fourier. Donc on peut se convaincre qu'il doit y avoir dans la solution de cette équation un terme non analytique avec un exposant q plus 1, et c'est en imposant en fait, la présence de ce terme symétrique avec le même coefficient réel qu'on trouve la valeur propre lambda q. Alors, donc, là aussi, il n'y a pas beaucoup de cas solubles, mais on peut progresser. Et comme je vous avais mentionné que ça peut être intéressant de caractériser au moins la variance du produit de matrice ou la variance du log de la fonction d'onde, on peut mettre en œuvre ici, pour trouver la solution de ce problème spectral, une approche perturbative en Q, résoudre de manière récursive cette équation. Donc à l'ordre 0, ça correspond en fait à la solution stationnaire, à la distribution P de R dont Bernard nous parlait. Et on peut trouver comme ça une formule analytique en fait, pour la variance en termes simplement de la solution d'une équation homogène, où le désordre il est caractérisé par, il est dans cette fonction. Donc en tout cas, ça marche, c'est facile maintenant à mettre en œuvre. Donc par exemple, si je reprends le modèle avec le bruit blanc, cette fonction, donc c'est un bruit gaussien, donc cette fonction L de S, elle est quadratique dans le paramètre de Fourier, et donc les solutions de l'équation homogène ici, c'est simplement, en fait, on voit qu'ici on a un S, donc c'est les fonctions d'Airy, on les retrouve encore, et donc il suffit juste d'injecter cette fonction dans cette intégrale, et voilà, on trouve la variance comme ça. Ici, c'est la courbe bleue. Bon, voilà. Donc, bon, encore une fois, les détails sont pas si importants, mais bon, voilà comment fonctionne la méthode. Au passage, donc, ça permet de vérifier cette hypothèse de paramètres de single parameter scaling. On voit bien qu'en fonction de l'énergie, le rapport de la variance et du Lyapunov, en fait, il tend bien vers 1 aux hautes énergies. Donc c'est cette propriété assez non triviale que j'ai mentionnée, sur laquelle repose cette approche de scaling. Alors, donc maintenant,
que je vous ai au moins donné quelques idées sur le calcul de cet exposé de Lyapunov, je voudrais aborder une question qui est un petit peu différente à première vue, qui est l'étude du polymère dirigé en milieu aléatoire. Et je vais vous montrer que l'exposé de Lyapunov généralisé permet d'établir une connexion entre les deux problèmes. Et ce plus intéressant, en fait, que c'est aussi ce qui révèle des propriétés assez intéressantes de cet exposé de Lyapunov généralisé. Alors, donc le problème de... Qu'est-ce que c'est donc, le problème du polymère dirigé, hein, c'est le problème d'une ligne élastique qui est soumise à du désordre. Donc c'est un problème de physique statistique classique d'équilibre en présence de désordre. Et ici, ce que je discute, en fait, c'est la connexion avec un problème de mécanique quantique, c'est-à-dire un problème ici d'interférence en présence de désordre. Donc c'est deux problèmes qui ont l'air assez différents. Alors, je dois tout de même remarquer que ce n'est pas la première fois en fait, qu'il y a un lien entre ces deux problèmes. Il y avait aussi, dans le cas bidimensionnel, ça avait été remarqué il y a quelques années qu'il y a un lien en fait, entre la fonction de partition du polymère dirigé et le problème de transport à travers un système désordonné, bidimensionnel. Alors, donc ici, donc c'est un problème, le polymère dirigé, qui a été beaucoup étudié. Donc, disons, donc c'est cette ligne élastique qui est soumise à du désordre. Donc, si j'écris donc j'ai une certaine énergie qui caractérise cette ligne élastique. Donc, si j'appelle yn les positions des monomères, donc ici je pars d'une formulation discrète, eh bien donc j'ai un terme d'élasticité. Et puis donc les monomères, chaque monomère est soumis à un potentiel désordonné, d'accord, que j'ai appelé un ici. Et donc, un ingrédient important dans le modèle, donc, c'est de supposer que ce potentiel désordonné est gaussien et a des corrélations donc, qui sont locales dans la direction du temps, ce qu'on appelle la direction du temps. Le polymère il est dirigé dans cette direction. Et par contre, qui sont caractérisées par une fonction non triviale, r de y, dans l'autre direction. Et ici, pour ce qui va m'intéresser, j'ai besoin de supposer que cette fonction est régulière à l'origine. Alors, en plus de ça, donc, j'ai rajouté un terme de confinement, un potentiel harmonique, donc, qui serait un potentiel dans la direction comme ça, et qui confine la ligne. D'accord ? Alors, donc, la question que je vais poser, c'est la question en fait, du comptage des états d'équilibre de cette ligne élastique. Alors, donc ça, c'est plus généralement ces problèmes de comptage d'état d'équilibre dans des problèmes avec beaucoup de degrés de liberté, c'est un problème assez important qui apparaît dans beaucoup de domaines, en mathématiques, physique, etc. Puisque donc, on est dans le cadre de ce cours sur les systèmes désordonnés. En fait, il y a un domaine où c'est particulièrement important, c'est le domaine de l'étude des verres de spin, puisque la transition vitreuse, elle est associée justement à une prolifération d'états d'équilibre, et donc le comptage de ces états d'équilibre, c'est un problème assez important pour caractériser cette transition vitreuse. Donc, donc ici, je vais m'intéresser à quoi ? Je vais m'intéresser donc à compter combien mon polymère a d'équilibre, sans distinguer d'ailleurs si c'est des équilibres stables ou instables. Donc, alors, pour faire ça, avant, je vais commencer par partir d'un problème qui est beaucoup plus simple. Donc, mon polymère, normalement, il a m degrés de liberté. Et je vais commencer par prendre le cas un peu ultra simplifié, en fait, où j'aurai un seul monomère. Donc, au lieu d'avoir une ligne en une dimension, je prends un problème zéro-dimensionnel. Donc, l'hamiltonien que je vous ai montré tout à l'heure, donc je garde mon terme de confinement, et puis j'ai toujours mon potentiel désordonné. Donc, l'énergie, ben, en fait, c'est disons, c'est des fluctuations autour d'une certaine parabole. Et donc, moi, ce que je veux caractériser, c'est, je voudrais compter combien il y a d'états stationnaires, des maxima ou des minima. Donc pour faire ça, je peux introduire une densité de points d'équilibre. Donc j'appelle yn tous les points où la dérivée de l'énergie s'annule. Et donc la somme sur tous ces points, des deltas, je peux aussi l'écrire comme un delta de h'. Et comme je veux que chaque point d'équilibre apparaisse avec un poids 1, il faut que je remultiplie en fait, le delta par la dérivée seconde. D'accord ? Voilà, c'est une identité. Donc ça, c'est mon point de départ. Et donc maintenant, ce qu'on peut remarquer, c'est que si donc, je peux moyenner cette densité, et
en utilisant l'hypothèse que mon désordre est gaussien et qu'il est caractérisé par une fonction de corrélation qui est régulière à l'origine. Et en particulier, vous voyez que le fait que la fonction de corrélation soit régulière à l'origine, ça a une conséquence importante et intéressante, c'est que la dérivée au même point de U', la dérivée première et la dérivée seconde, eh bien, elles sont reliées à la troisième dérivée de R et que je suppose être nulle. Donc en fait, ils sont décorrélés. Et ça me permet d'écrire que quand je moyenne cette chose-là, je peux écrire la moyenne du produit comme un produit de moyenne. Donc ça, c'est assez crucial en fait, pour le calcul que je vais faire. Donc il y a deux parties, du coup. Il y a une partie qui est ce que j'appellerais la partie intéressante, qui est donc en fait la moyenne de ce H seconde. Et puis, il y a la moyenne du delta. Alors, la moyenne du delta, en fait, c'est ce que j'appelle la partie facile. Elle n'est pas si passionnante parce que donc, ce que je vais faire après, c'est je vais plutôt regarder ce que vaut le nombre total d'états d'équilibre moyen, c'est-à-dire intégrer encore ça sur R. Donc, quand j'intègre ça sur, intégrer ça sur Y, compter l'intégrale de la densité d'équilibre moyenne, donc l'intégrale du Dirac, eh bien, ça fait juste apparaître un m carré au dénominateur. Alors ici, bon, il y a y, mais en fait, c'est la dérivée seconde, donc ça ne dépend pas vraiment de y. C'est juste, oui, c'est une variable gaussienne aléatoire. Donc j'ai gardé y, mais il n'y a pas de dépendance explicite dans une coordonnée. Donc, alors, pardon, je ne suis pas allé dans... Ah, je suis dans le mauvais sens. Voilà, donc... je peux regarder les cas limites avec cette formule. Donc je vois que si je regarde le cas où m carré, c'est-à-dire le stiffness, le coefficient qui est devant la parabole, en fait, il est très grand, eh bien, je vois que je peux négliger le désordre et je trouve effectivement que j'ai juste 1. Effectivement, si je peux négliger le désordre et donc j'ai juste un état d'équilibre qui est au fond de la parabole et c'est tout. Si jamais je regarde la limite inverse, où la parabole est très plate, eh bien, donc je trouve cette expression, donc j'ai toujours mon m carré au dénominateur. Au numérateur, qu'est-ce que j'ai ? J'ai racine de la dérivée quatrième de R, le corrélateur, et en fait, ça, c'est la variance de U seconde. Donc c'est la variance de la courbure du potentiel. Donc effectivement, plus le potentiel est courbé, plus j'ai d'état d'équilibre. Donc c'est ce qui explique cette dépendance en racine de R, la quatrième dérivée de R. Okay. Alors, maintenant, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais généraliser ça au cas de la ligne élastique. Alors, pour ça, j'ai besoin juste de faire un petit détour par ce qu'on appelle la formule de Kac-Rice. Donc, ce que j'ai calculé, c'est ici, c'est que je regarde les minima d'une fonction h de y sur R, et je vous ai rappelé cette formule qui est assez facile. Maintenant, ce que je veux faire, c'est regarder les minima d'une fonction qui est définie sur Rm, où m, c'est le nombre de polymères. Donc, cette fois-ci, les minima ils correspondent en fait au cas où toutes les dérivées s'annulent. Donc, je dois avoir un produit de fonction delta. Et devant, eh bien, sans surprise, en fait, la dérivée seconde, elle va être remplacée en fait, par la valeur absolue du déterminant du hessien de cette énergie. Donc, et maintenant, c'est ça qu'on appelle la formule de Kac-Rice. Et donc, ce que je veux faire, c'est d'intégrer cette densité. Et je vous ai montré que si on peut la moyenner sur le désordre. Alors, voilà. Donc, si je réécris l'énergie du polymère dirigé sous une forme, donc pour la partie élastique et la partie confinement sous une forme un peu matricielle, avec des vecteurs et des matrices, où delta, c'est ma matrice laplacienne. Donc ça, c'est ce qui correspond à cette partie-là. Eh bien, c'est très simple de comprendre la généralisation de la formule précédente. Avec la formule de Kac-Rice, je vois que je vais devoir, ce que je vais faire apparaître en regardant la densité d'état d'équilibre, mais en fait, c'est le déterminant du hessien. Donc le hessien de cette partie-là, il est simple. Cette partie-là, ça me rajoute quelque chose qui est diagonal, ici. Et au dénominateur, je dois trouver essentiellement ce que j'ai en l'absence de désordre, puisque ça doit faire 1 quand il n'y a pas de désordre. Donc c'est vraiment ce qui remplace... décidément, excusez-moi, je ne maîtrise pas bien. Voilà. Donc c'est ce qui se remplace, cette formule, tout simplement. Ici, maintenant, le m carré, cette partie, ça acquiert une structure matricielle. Voilà. Donc remarquez
petit point important, donc, c'est que ici, il y a des valeurs absolues, et en fait, la présence de ces valeurs absolues est cruciale, parce que avec mon hypothèse de désordre gaussien, bon, le déterminant, il est multilinéaire, donc ça veut dire que s'il n'y avait pas de valeur absolue, ici, je le développerais, et en fait, les potentiels, ils apparaissent tout seuls ou multipliés par d'autres potentiels, mais comme ils sont indépendants, ils disparaissent, en fait. D'accord ? Donc, ça ne dépend pas du désordre. Donc, le fait que j'ai quelque chose de non trivial, c'est le fait que j'ai ici une valeur absolue. D'accord ? Alors, donc ça, c'est une formule qui est assez générale, qui est intéressante, et maintenant, elle va me servir de point de départ, et je vais vous montrer qu'à partir de cette formule, en fait, je peux établir un lien avec ce problème de localisation d'Anderson. Alors, pour ça, donc je vais faire un petit détour par ce qu'on appelle je vais faire une petite parenthèse, et vous parler un peu de déterminants fonctionnels. Donc, donc je le fais dans le continu, mais parce que j'ai parlé de modèle de localisation continue avant, en fait, on pourrait le faire dans le discret aussi. Mais bon, je trouve que je préfère le faire dans le continu. Donc, qu'est-ce que c'est ces déterminants fonctionnels ? Donc, en fait, c'est des déterminants d'opérateurs. D'accord ? Donc ici, juste, par exemple, je prends l'opérateur de Schrödinger et puis je lui rajoute k carré. Et donc, il y a une formule qui est assez bien connue, qui est ce qu'on appelle des fois la formule de Gelfand-Yaglom, qui me dit que le déterminant de cet opérateur, donc il y a toute une discussion pour savoir comment on peut définir ce déterminant, parce que le spectre il est non borné supérieurement, mais il y a une formule qui est assez intéressante qui me dit que donc si je le régularise correctement, le déterminant de cet opérateur, en fait, je peux l'écrire en termes de la solution d'un problème à condition initiale. Alors, donc c'est la proposition, elle est assez précise. C'est si je m'intéresse au déterminant de Dirichlet, c'est-à-dire de cet opérateur défini sur un intervalle de longueur L, avec des conditions aux limites de Dirichlet, eh bien, la solution du problème à condition initiale que je dois considérer, en fait, c'est la solution qui s'annule d'un côté, d'accord, et dont la dérivée vaut 1. Okay, donc, alors, je vous en donne une illustration élémentaire. Si vous prenez, par exemple, le cas libre, où il n'y a pas de potentiel, vous voyez que la solution, donc il n'y a pas ce terme-là, la solution de l'équation différentielle, c'est juste qui s'annule, c'est juste sinh de kx, d'accord ? Et pour que sa dérivée vaille 1, je divise par k, d'accord ? Et donc vous voyez, donc si j'applique cette formule de Gelfand-Yaglom, j'obtiens donc que le déterminant, c'est 2 fois cette solution en L, d'accord ? Donc c'est 2 le sinh kl sur k, et vous connaissez probablement cette représentation du sinh en termes de produit infini, et vous voyez réapparaître exactement en fait, les np sur L au carré, qui sont les énergies, les valeurs propres de l'énergie de ce problème spectral pour cet opérateur. D'accord ? Donc on a bien montré, j'ai retrouvé sur cet exemple en fait, que l'application de cette formule de Gelfand-Yaglom, elle me donnait bien le produit des En plus K2, d'accord, ce que j'attendais, et qui est correctement régularisé pour me donner quelque chose de fini. Voilà. C'est la formule de Saoel aussi. Donc ça, oui, ça correspond, oui, ça correspond à la formule de Thouless. Oui, il y a des connexions, ouais, absolument. Alors, donc, quel est maintenant, ça me permet effectivement d'établir le lien entre mon problème de polymère dirigé et mon problème de localisation, puisque donc, je vous ai montré que le nombre moyen d'équilibre pour le polymère dirigé, c'était un rapport de déterminants, et donc, au numérateur avec le désordre et au dénominateur sans le désordre. Et en fait, le point, c'est que je vais pouvoir écrire ces déterminants en, fait, en termes de ces fonctions avec la formule de Gelfand-Yaglom. D'accord ? Donc, ici, à nouveau, j'ai repris le modèle du polymère dirigé que je formule dans le continu. D'accord ? Donc, si je prenais le modèle... Oui, cette fois-ci, je vais dans le bon sens. Voilà. Le modèle qui est ici, on a un terme laplacien, donc ça va être le laplacien unidimensionnel, une constante pour le confinement, et puis un potentiel désordonné qui est... en fait, c'est des potentiels qui sont gaussiens et qui sont non corrélés d'un site à l'autre. Donc, le modèle continu, c'est tout simplement le modèle où donc, j'ai le laplacien 1D, cette constante, et puis un potentiel qui est juste un bruit blanc gaussien. Donc, c'est un problème avec 2 paramètres ici. Il y a un paramètre pour le confinement, donc je peux faire apparaître une échelle de longueur LM qui caractérise le confinement, et puis il y a un paramètre qui caractérise le désordre, et dans le contexte des polymères dirigés, c'est ce qu'on appelle la longueur de Larkin, et qui est lié en fait donc est contrôlé par la force du désordre ici,
et donc qui fait intervenir, en fait, donc c'est la variance des U secondes, d'accord, c'est le corrélateur, d'accord, de ce potentiel désordonné pour le polymère dirigé. Hein. Le lien entre le V ici et le U du polymère dirigé, c'est qu'il y a une dérivée seconde, d'accord, et voilà. Donc, alors, la connexion avec le problème de localisation d'Anderson, donc si je remets des notations plus proches de ce que j'avais introduit avant, ben, en fait, c'est que ce m carré sur kappa, il joue le rôle de moins l'énergie, d'accord, et ce que j'avais, bon, et le 1, donc la force du désordre, maintenant, elle est je l'avais noté sigma avant, quoi. Mais sinon, donc, en gros, vous voyez que la formule de Gelfand-Yaglom, elle me permet de relier le déterminant qui était ici au déterminant à la fonction d'onde du problème à condition initiale, et donc que je dois moyenner, donc je dois en moyenner la valeur absolue. Et ben, dans la limite où n tend vers l'infini, c'est précisément contrôlé par l'exposant de Lyapunov généralisé pour Q égale 1. D'accord ? Donc voilà la connexion précise entre les deux problèmes, c'est que le nombre moyen d'état d'équilibre du polymère dirigé, il est contrôlé par cet exposant de Lyapunov généralisé pour Q égale 1. D'accord ? Et au dénominateur, bien sûr, j'ai en fait la solution libre. Alors, donc, voilà, donc ça me dit hein, que ce nombre moyen, en fait, il est exponentiel dans la longueur du polymère avec un coefficient R qui est la différence entre ce lambda 1 moins ce qui contrôle la croissance exponentielle de la solution libre. C'était le sinh, d'accord, qui est dominé en fait, par l'exponentielle croissante. Alors, ici, donc, en fait, l'étude de ce problème, comme je disais, en fait, elle révèle un petit peu un aspect assez intéressant de l'étude de cet exposant de Lyapunov généralisé. Effectivement, si on essaie de caractériser un petit peu quel est ce taux, eh bien, donc si je me remets avec je réutilise des notations plus proches du problème de mécanique quantique, donc je reprends le problème de l'équation de Schrödinger avec énergie E, d'accord, avec un désordre contrôlé par le paramètre sigma. Donc ça veut dire qu'en principe, je dois regarder le problème à des énergies négatives. Alors, si je regarde avant de faire ça, si je regardais le problème à des énergies positives, en fait, je vous ai montré tout à l'heure une formule perturbative, d'accord, pour l'exposant de Lyapunov généralisé. D'accord. En fait, on peut faire le calcul perturbatif, ou plutôt ce que je vous ai montré justement, c'est que quand je me mets aux énergies négatives, en fait, apparaissent des termes qui sont non perturbatifs dans le désordre. Alors le point qui est vraiment intéressant, c'est qu'on peut faire un calcul systématique, donc il y a des corrections perturbatives quand on est aux énergies négatives. Et le point intéressant, c'est que en fait, ces corrections, il y a des termes perturbatifs et il y a aussi des termes non perturbatifs. Et le point remarquable, en fait, c'est que toutes les corrections perturbatives, elles s'annulent exactement quand Q égale 1. Donc ça veut dire que à Q égale 1, en fait, l'exposant de Lyapunov généralisé lambda 1, il est complètement contrôlé en fait, par ces contributions non perturbatives, ce qui rend en fait, l'analyse un petit peu compliquée. Donc ici, c'est ce qu'on peut voir, par exemple, j'ai tracé lambda Q moins KQ, c'est-à-dire le terme dominant ici. Donc on a cette parabole et on voit qu'à 1, elle a l'air de passer exactement par 0. Donc en fait, c'est pas 0, il y a des toutes petites corrections, d'accord, qui corrigent ce 0. D'accord ? Et donc, si on veut déterminer, pour le problème de polymère dirigé, en fait, la question intéressante, elle repose justement sur la détermination de ces corrections. Voilà. Donc, c'est ça qui fait l'analyse du problème intéressante. Donc, je vais pas rentrer trop dans les détails de comment on peut étudier ces corrections non perturbatives. Je peux juste vous donner le résultat, en tout cas. Donc, en fait, on peut montrer que donc ces corrections, ce R, donc c'est lambda 1, je vous rappelle, voilà, donc il est tracé ici, c'est lambda 1 moins K, donc K c'était ce 1 sur Lm, donc c'est vraiment ce qui apparaît dans le taux, ce qui contrôle le nombre moyen d'état d'équilibre du polymère dirigé. Donc effectivement, dans la limite où le désordre est faible, eh bien, donc le désordre, LC, c'est 1 sur la force du désordre. D'accord ? Donc ici, c'est 8 sur 3 sigma essentiellement. Donc il y a ce terme non analytique qui contrôle l'annulation de ce coefficient R. D'accord ?
Donc, et puis bon, dans l'autre limite, on trouve une certaine valeur, d'accord, qui est juste bon, un coefficient numérique fois l'échelle caractéristique qui est liée au désordre. Donc si on va vers, donc là, si on va vers le fort désordre, on va par là, on a un certain ce coefficient R, il vaut une certaine valeur divisée par LC, donc ça nous dit que le nombre moyen d'équilibre, bon, ben, il est exponentiel dans la longueur du système, divisé par la longueur de l'Arkin avec un certain coefficient. Et si je vais dans la limite ici vers le fort confinement, j'ai de moins en moins d'états d'équilibre, à la limite où le confinement il n'y a pas de désordre, le confinement tout est dominé par le confinement, j'ai un seul état d'équilibre qui est le bas de ma parabole. Et donc il y a ce comportement assez non trivial en fait, de ce coefficient R, où de manière équivalente, ça me donne l'échelle, ça me montre que l'échelle caractéristique en deçà de laquelle il n'y a plus qu'un seul équilibre, en fait, elle est exponentiellement grande dans ce rapport LC sur LM. Alors, donc je pense qu'il est l'heure, donc ça tombe bien, puisque donc j'arrive aux conclusions. Donc je vais peut-être juste abréger un peu mes conclusions. Donc le message surtout, c'était donc de vous montrer que donc le calcul de cette exponentielle Lyapunov généralisée, il pouvait se formuler en termes d'un problème spectral, donc qui peut être mené de manière assez systématique, et qui fait intervenir donc ces opérateurs de transfert qui correspondent à une certaine représentation du groupe, d'accord, une représentation du groupe avec des multiplicateurs, d'accord, qui viennent de la présence justement de ces moments. Okay, donc bon, je l'ai illustré un peu. Voilà, donc bon. Oui, peut-être juste un petit point. Donc, je disais effectivement, je disais que le polymère dirigé, en fait, ça révèle des questions intéressantes sur cet exposé de Lyapunov généralisé. Donc, la question qui est assez remarquable, c'est donc ce qu'on a vu, c'est que quand Q, l'argument, est un entier pair, en fait, il n'y a pas de contribution, il n'y a pas de terme non perturbatif dans le désordre, alors que quand Q égale 1, c'est exactement le contraire, c'est la série perturbative qui disparaît, il n'y a plus qu'une contribution non perturbative dans le désordre. D'accord ? Bon, donc en fait, on a fait d'autres choses hein, sur ce polymère dirigé. On peut utiliser ça pour caractériser d'autres propriétés du polymère, trouver une borne pour le problème du décrochage ou regarder un peu la distribution des énergies de ces extrémas. Mais bon, voilà. Donc je vais plutôt peut-être sauter un peu tout ça. Voilà. Et donc je vais terminer juste en vous donnant les références donc des travaux dans des papiers où ce que j'ai raconté a été exposé. Voilà, je vous remercie.